Bonjour mesdames, messieurs, je suis le professeur Normand Cornette, critique d'art, commissaire, spécialiste en sciences des religions, plus particulièrement les rapports entre l'esthétique et la spiritualité, donc les beaux-arts et la spiritualité. On se trouve au Centre Africa à Montréal, www.centreafrica.com et Africa c'est A-F-R-I-K-A. Je suis avec l'artiste Noël Leroux-Lemos du Portugal et devant ses œuvres, son art m'interpelle particulièrement puisqu'elle y apporte une discipline, un savoir, une expérience tout à fait unique. Noël Leroux-Lemos, vous êtes artiste, vous êtes également anthropologue. Oui. Et j'ai choisi ces deux œuvres parce qu'elles me semblent emblématiques de cette fusion, voire cette synthèse chez vous entre les arts visuels et l'anthropologie. Vous pourrez nous en parler un petit peu. On va commencer par celle-ci. Ces toiles, je ne me souviens plus très bien quand elles ont été faites, mais c'est autour des années 70-80. Et je suis à peu près sûre que je l'ai faite après avoir été en Martinique pour la première fois. Donc j'ai fait un premier terrain en Martinique en 72, donc c'est après ça que j'ai fait celle-ci. Et j'ai été extrêmement marquée par mon expérience là-bas. Je faisais une recherche, j'étais sur les traces de Paul-Émile Victor, qui avait fait la même recherche en 1946, l'année de ma naissance. Et j'ai retrouvé ça dans une bibliothèque en Guadeloupe. Je ne savais pas encore, j'avais une bourse, je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Et je me suis retrouvée à Sainte-Anne en Martinique, avec les potières de Sainte-Anne qui font des canaries, qui sont en fait, ce ne sont pas des poteries, ce sont des casseroles. Elles cuisent, alors elles en ont pour le poisson, pour la viande, pour les légumes, pour les soupes, tout. Et elles font elles-mêmes de A à Z sans aucun instrument. Et c'est une technique arawak. Quand les Indiens arawak avaient envahi la Martinique, et après ça, ils ont été refoulés. Mais chez certaines femmes de Sainte-Anne, on voit encore les pommettes saillantes qui sembleraient être la preuve qu'elles ont du sang arawak. Et j'ai aussi un glossaire sur le lexique les termes techniques utilisés pour la poterie. Tous les termes techniques, il y en a beaucoup qui sont d'origine, pense-t-on, arawak, indienne. Alors voilà. Donc je crois que ça m'a beaucoup marqué, d'autant plus que je suis retournée après, je voulais absolument terminer ça, et pour en faire un petit livre, et donc je crois que ça reflète un petit peu cette expérience. Et vous êtes anthropologue, mais j'ai l'impression qu'il y a un penchant humaniste. D'ailleurs, vous insistez dans cette œuvre sur l'empreinte de l'être humain, l'empreinte des doigts, l'empreinte des mains, comme si vous auriez voulu humaniser cette expérience en Martinique et en tant qu'anthropologue. Ça a été une expérience, humainement parlant, extrêmement profonde, parce qu'il m'a fallu faire un saut important dans les habitudes de vie. Je devais vivre dans une chambre avec beaucoup d'enfants, tout ça, et manger différemment. C'était absolument formidable. C'est un village de pêcheurs, c'est dans le sud de la Martinique. Ces gens-là vivent de la pêche, les dames vivent de la poterie. À ce moment-là, c'était déjà les dernières. D'ailleurs, le livre s'intitule « Les dernières potières de Sainte-Anne ». J'en ai rencontré encore 4 ou 5, et seulement une vraiment active, et une autre qui en faisait pour elle, mais elle m'a énormément aidée, mais elle n'en faisait plus pour vendre. Mais l'autre m'a fait faire tout le processus depuis le moment où on a été chercher la terre à un endroit précis, ce n'est pas n'importe où. Les enfants aidaient à ramener la terre, on la pilait, tous les instruments après pour la tamiser, pour faire et la technique elle-même. Elle m'a fait faire ça, y compris vendre au marché. Et
taper sur les poteries de tous les côtés pour savoir si ça sonnait exactement pareil, et ce qui est le signe d'une bonne poterie qui ne va pas éclater au feu. C'était extrêmement amusant et sympathique, oui. Et c'est intéressant, vous parlez d'avoir vécu avec beaucoup d'enfants, et d'ailleurs, on dirait que c'est la présence des enfants. Ah oui, ils étaient partout. J'étais leur poupée parce qu'ils n'avaient pas l'habitude des cheveux lisses. Alors ils me faisaient des tresses, tout le monde me faisait des petites tresses. J'étais la poupée vivante des petites filles. Oui. Et du même souffle, je devrais dire, il y a dans cette œuvre-là, il y a une simplicité, et en tant qu'anthropologue, j'ai l'impression que vous avez fixé l'objectif sur les traces, sur les vestiges. Écoutez, comme anthropologue, on s'oublie. On s'insère quelque part et puis on s'oublie. On n'a plus d'habitude, on n'a plus les mêmes mœurs, on ne mange plus de la même façon. Il faut tout changer pour comprendre les gens avec qui on travaille. Et donc, on est tout simple, on est un être humain dans le sens le plus dépouillé que vous puissiez imaginer. Et ça partout, après mes expériences arrière, c'est exactement la même chose. Mais vous êtes l'objet de beaucoup d'attention de leur part, parce que vous êtes différente. Alors j'ai retrouvé la même chose dans l'article. Ils viennent vous regarder, c'est pas vous qui les regardez, c'est eux qui nous regardent la plupart du temps. Oui. Et quand je regarde cette toile, je me pose la question, quel est le rapport de l'artiste, soit avec l'art naïf ou l'art brut? Parce que vous êtes foncièrement en dialogue avec l'art naïf et l'art brut. Je crois que oui, je ne saurais pas élaborer là-dessus, mais tout ce que je fais, même encore aujourd'hui, je ne me mets pas là-dedans. J'observe et puis les choses viennent plutôt à moi. Et sur le moment, c'est pas prématuré, tout est sur le moment, sur le vif. Ce qui expliquerait donc ce que vous dites. Et dans cette toile-là, elle me semble bien différente. D'abord par sa complexité. Et deuxièmement, par sa calligraphie. Oui. Il y a presque une calligraphie et il y a tellement d'enjeux. Oui. Il y a tellement de force, d'éléments. On pourrait croire que c'est hétérogène, pour ne pas dire hétéroclite, et comme la rencontre des forces vives, saisies sur le jet. Vous pourrez nous parler un petit peu de cette œuvre? Ce que je peux vous commencer par vous dire, c'est que je me souviens d'avoir eu un plaisir énorme à la faire. Je me suis vraiment investie entièrement. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, je ne sais pas pourquoi j'ai dessiné certaines choses. Je sais que j'ai commencé par des grands traits comme ça, que j'ai ensuite remplis. Non, avant j'ai mis les collages, mais j'avais besoin de certaines couleurs, j'avais besoin de ce doré sur ce noir, j'avais besoin de faire ces bleus. C'est des choses qui déjà, je pense, sur d'autres choses, revenaient beaucoup. Les raies bleues, noires, ce vert m'interpellait, ce rouge un peu carmin m'interpellait, ce turquoise. Tout ça ce côté argentique, tout ça m'a énormément interpellée et j'ai eu un bonheur, mais je fais tout très vite. Hein. Je ne passe pas très longtemps, je ne réfléchis pas trop non plus. Mais cette toile, pour moi, c'est l'entrechoc. C'est la rencontre, on est au carrefour, on est à l'interstice. Il y a comme comment dire, des oppositions. J'ai l'impression que vous auriez voulu réconcilier des oppositions. Et là, on
on a des rayures, la horizontale, la verticale, et vous, avec le collage, ça donne la complexité de l'œuvre. C'est qu'il y a, c'est presque comme une pâtisserie millefeuille. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs couches d'interprétation de cette œuvre. Et puis il y a des carrefours. Hein. Je crois que les carrefours sont très importants là-dedans. Mais ma vie a été... je ne suis pas née au Québec. Et avant, j'avais pas mal... J'ai beaucoup vécu dans mon pays natal. Une fois que j'en suis partie à l'âge de 18 ans. Au Portugal? J'ai vécu 18 ans, oui. J'ai fait mon lycée, disons. Et puis là, je suis partie. J'ai vécu à plusieurs endroits, en Angleterre, en Belgique, en Suisse, où je me suis mariée. Et puis, je suis venue ici. Donc, tout ça, ça a été très rapide, presque 1 an ou 2 à chaque endroit. Et donc, quand j'arrive ici, en plus, je reviens avec mon mari qui étudiait la chirurgie, et on nous dit, oui, ça ne durera pas longtemps, parce que les plus hauts taux de divorce connus sont parmi les chirurgiens et les anthropologues. Ça me faisait réfléchir, mais je m'amusais beaucoup à écouter toutes ces prédictions. Mais il a fallu s'adapter. Il a fallu s'adapter et je crois que je suis tombée à une époque absolument extraordinaire de la vie au Québec. Ça a été l'histoire du rap des personnes. Et en plus, je connaissais des gens qui l'avaient fait, qui avaient participé dans ces raps. Alors j'étais très divisée entre mon éducation bourgeoise, les gens que je rencontrais, qui étaient tout à fait autre chose que des bourgeois. Et ça a été formidable, ça a été des années créatrices et qui m'ont beaucoup formée, beaucoup formée. Et quand je regarde cette œuvre, je pense d'abord, il y a cette tentative de la synthèse, de réconcilier, de rassembler tous ces éléments, donc la synthèse, mais il y a aussi la synergie. Il y a une force vive dans cette toile. Et comme si on se pose la question, est-ce que je peux réconcilier tout ça? Est-ce que je peux faire en ensemble, en tout, de ce qui est si différent? À l'époque, je ne l'aurais pas dit, mais aujourd'hui, je pourrais vous dire que oui, parce qu'il suffit d'être soi-même, alors on peut vivre toutes sortes de choses très différentes, contradictoires, et rester soi-même. Mais ce sont des choses qui s'apprennent avec le temps, avec le vécu, tout ce qui vous est arrivé dans la vie, qui est très... D'ailleurs, plus il y a des problèmes, plus vous apprenez, j'ai l'impression. Si on a une bonne petite vie tranquille, on reste à faire sa petite soupe à la maison, puis... Alors, avant de quitter cette œuvre, je me pose la question, je mentionnais tout à l'heure la calligraphie, mais je pourrais parler aussi du graffiti. Et oui. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a un dialogue foncier avec la calligraphie et le graffiti dans cette toile. Oui, j'aime beaucoup cette partie-là. D'ailleurs, si vous remarquez, les parties noires sont ouvertes et les autres sont fermées. Les rayures sont dans un encadrement fermé et le noir est ouvert, donc comme pour d'autres cultures, d'autres... Et c'est d'autant plus intéressant, puisqu'ainsi, vous créez un langage visuel. Et là, pour faire le pont entre les deux œuvres, je dirais même que les deux sont sémiotiques. Qu'est-ce que j'entends par cela? Signe, symbole et sens. C'est comme vous étiez à la recherche d'un langage, d'un code, un langage visuel, un code artistique qui réunissait signes, symboles pour donner sens à votre expérience. Ça fait beaucoup de sens, parce que vous n'apprenez pas tout à l'université.
Et vous cherchez, l'anthropologue cherche constamment à comprendre d'autres cultures, éventuellement à se comprendre soi-même, parce qu'on a aussi un background qui n'est pas... Enfin, j'ai été élevée comme une étrangère au Portugal, tout en ayant parlé le portugais comme langue maternelle. Tout ça, ça vous forme, comme vous n'êtes pas tout à fait comme les autres, et puis vous êtes plus grande que les autres, les petites portugaises étaient beaucoup plus petites, en classe, j'avais toujours une tête de plus, ça vous interroge. Et donc, vous cherchez vous cherchez quelque chose, et c'est peut-être ça qui est là-dedans, je ne peux pas vous dire. Mais je crois beaucoup que ce qu'on fait reflète ce qui nous est intérieur. Alors, là, vous soulevez une autre question que j'invite l'auditoire de Radio Infocité à questionner. Votre rapport à l'aléatoire, à l'altérité. Puisqu'en fait, même au Portugal, vous étiez l'étrangère. Tout à fait. Vous étiez l'autre. J'ai toujours été. Et ici, vous êtes ailleurs. Encore une fois, vous êtes l'autre, vous êtes l'étrangère. Et j'ai l'impression qu'un principal opérateur de ces deux grandes toiles, c'est de faire face à l'altérité, d'être l'étrangère. Oui, mais ça se règle. Et c'est le propre de l'anthropologue. C'est le propre de l'anthropologue, mais l'anthropologue peut quand même chercher à se calmer un petit peu, et je trouve que la nature est quelque chose d'extraordinaire, et j'ai vécu une expérience extraordinaire dans les cantons de l'Est, justement, où j'ai été entièrement en communion avec la nature, et encore aujourd'hui, je continue, parce que je suis retournée au Portugal, et je suis tout le temps, soit au bord de mer, soit dans la campagne, en pleine nature, toujours. Alors, mesdames, messieurs, à l'instant, on va vous inviter à rentrer au bercail, au Portugal, où Noël de Roux, le MOS, fait de la photographie. Alors, mesdames, messieurs, nous voilà de nouveau avec l'anthropologue, l'artiste, Noël de Roux-Lemos. Or, en anthropologie, la photographie est un outil incontournable. Et j'ai l'impression que pour vous, la photographie vous a ouvert beaucoup d'horizons, aussi bien artistiques qu'anthropologiques. Et vous mentionnez tout à l'heure votre rapport dans les cantons de l'Est à la nature. Là, maintenant, vous êtes rentré au Portugal et on voit la nature chez vous. Vous pourrez nous parler de votre rapport à la nature en tant qu'artiste, photographe. J'ai toujours fait de la photo. Mais en fait, quand j'étais dans les cantons de l'Est, je faisais énormément de photos, mais je faisais aussi des vidéos. Ça m'a passionné pendant des années et des années. J'ai fait des dizaines de petites vidéos sur la nature, et c'était quelque chose qui m'a alimenté spirituellement, parce que je rampais pour pouvoir... Parce que j'avais un tout petit appareil, et je ne voulais pas des grands zooms, mais je voulais m'approcher des canards et des oies qui étaient là, des oiseaux, des chevreuils, et donc il ne fallait pas que je bouge. Donc j'ai appris à être à l'affût. C'est un art d'être à l'affût. Vous ne devez pas bouger, vos prunelles ne doivent pas bouger, et puis vous êtes là, vous êtes sur place et vous attendez jusqu'à ce que tout d'un coup, il y ait deux petits renards qui passent à votre côté en vous regardant bizarrement, puis après, ils s'en vont, ou des petits chevreuils qui tac, et puis tout d'un coup, ils se trouvent, et vous êtes là, vous ne bougez pas, alors là, ils passent autour très lentement, puis de nouveau, et c'est un art extraordinaire d'être à l'affût. Alors évidemment, si vous voulez vous approcher des canards et des oies, vous devez faire tout. Ça a pris des années à apprendre à s'approcher. Au début, je les prenais d'ici à là-bas, ensuite d'ici à là, mais ça prend des années jusqu'à ce que il ne se passait pas toujours les mêmes oies ni les mêmes canards, ce sont d'autres générations. Donc c'est une chose extrêmement intéressante de l'affût.
Et donc j'ai pratiqué ça pendant des années. Je me suis même acheté un vêtement pour être camouflé, ça sert strictement à rien. Mais enfin, je voulais essayer ça. Mais en fin de compte, on finit par s'approcher assez proche et des images. Et puis il faut être extrêmement, il ne faut pas faire de bruit du tout. Dans notre étang, on avait un très très grand étang et vous aviez jusqu'à 120, 200 oies qui venaient à l'automne avant d'émigrer définitivement aux États-Unis pour aller manger ou passer l'hiver, je ne me souviens plus très bien. Et puis chaque fois que j'essayais de m'approcher à 4, 5, 6 heures du matin, elles me sentaient, elles partaient toutes. Et puis un beau jour, j'ai décidé de contourner complètement pour arriver. Puis je suis restée là devant le lac, à quand même à 2-3 mètres. Elles étaient toutes là dans l'eau, elles dormaient encore. Et puis là, je prenais des photos en attendant qu'elles commencent. Et j'entends des premiers couacs, et puis et jusqu'à ce qu'elles partent, mais elles n'ont jamais su que j'étais là. Alors j'ai assisté à leur départ. C'est que vous êtes toute seule, là, vous dites, je suis la seule à voir cet extraordinaire spectacle qui était là devant mes yeux. Il y a un dénominateur commun dans cette expérience d'être avec l'anthropologue. Parce qu'en fait, il fallait vous effacer. Il faut s'effacer. Et l'anthropologue oui. et la photographe. Oui. Et pourriez-vous nous parler de ces photos? Commençons ici. Ces photos, il faut dire une chose, c'est que ma façon de photographier depuis un an a beaucoup changé, énormément changé. Je me rends compte que je suis beaucoup plus au service, je ne photographie plus les fleurs comme avant, je ne photographie plus la nature comme avant, je laisse le sujet m'interpeller et je le photographie vite fait. D'ailleurs, tout ce que j'ai fait, c'est toujours très vite parce que je ne réfléchis pas. Dans l'instant même. Dans l'instant. Je vous parle par exemple des fleurs. On pourra revenir tout de suite là-dessus, mais l'histoire des fleurs là est intéressante parce que mon mari et moi, nous avons une maison à la campagne, on a un potager, etc. Puis on faisait des siestes après le déjeuner dehors. Et je me suis rendu compte qu'il y a une façon de regarder les fleurs qui est par en dessous. Et c'est une vision des fleurs complètement différente. Alors, et en plus, elles poussaient parce que le printemps a été très mouillé. Alors, elles poussaient, alors je les voyais qui dépassaient le toit. Alors, j'ai des fleurs comme ça qui flottent au-dessus des toits, prises par en dessous. L'effet est extrêmement intéressant. C'est un petit peu ce qui se passe là avec ces pavots. Je l'ai pris d'en bas vers le haut. Mais ça, c'est intéressant parce que au lieu de fixer l'objectif uniquement sur une fleur qui bourgeonne, vous vous intéressez aux feuilles. Oui. Ce qui est le même cas ici. Oui. Ce qui veut dire que vous penchez sur ce qu'on appelle la morphologie botanique. Oui, et ici, c'est sur la lumière. C'est la lumière qui m'a interpellée. Nous venions de faire une cérémonie avec ma famille, un peu sacrée, comme ça, parce que j'ai une nièce qui est anthropologue. Et puis en sortant, on va vers les voitures. Tout d'un coup, le ciel s'embrase. Mais c'était tellement incroyable, presque surnaturel. Et ma nièce a dit, notre geste a été reçu. Et effectivement, tous les arbres étaient là pour nous dire, oui, on vous voit, on vous a reconnu. Presque une expérience mystique. Tout à fait mystique. Tout à fait mystique. Et on a tous vécu comme ça. Quand vous parlez de l'importance de la lumière, on la voit très bien ici, mais on en voit là aussi. Oui. Le jeu de lumière, le jeu de couleurs sur l'eau. Et encore, donc pour vous, la lumière est devenue la force de votre photographie. D'ailleurs, je me lève très très tôt, justement pour capter des lumières, mais on ne les capte pas quand on veut. Un ciel rouge comme ça ne vient pas comme ça. Il faut que la veille au soir, il faut qu'il y ait eu un ciel particulier. Je ne sais pas si c'est que le vent ait chassé les nuages, je n'en sais rien. Je ne suis pas très très bonne là-dedans, mais je sais que certains jours, le ciel est comme ça, il est en feu. Et il faut se lever très tôt pour ça, parce que si vous tardez un petit peu, ça part très vite. Ça part très vite.
Donc, saisir l'éphémère. Tout à fait. C'est le temps présent, boum. Et puis, peut-être une seconde après, ça aurait perdu tout son charme. Oui, parce que la lumière est bien capricieuse. Je crois qu'un photographe saurait vous dire que c'est exactement ça. Alors, pour boucler la boucle, tout ça, c'est chez vous, Oui. au Portugal, Oui. la maison de campagne. Oui. Ça, c'est à Cascais. À Cascais, oui. Donc, là où vous habitez, Où j'habite. pas loin, pas tellement À loin 2 de minutes. Lisbonne. Mais Ah oui. autre chose qui me fascine, c'est votre rapport à l'environnement bâti. Oui. Ça Qui- m'a toujours C'est devenu un objet d'art pour vous. Ça m'a toujours interpellée. Petite, je jouais beaucoup sur la plage avec un petit voisin qui voulait devenir architecte. Et au festival d'art ici à Montréal, j'allais toujours voir les films sur l'architecture. J'étais toujours rendue au centre Bronfman. Non. Wow, Sadie Bronfman. Oui, justement, je voulais voir qu'est-ce qu'il faisait. C'était mon premier choix. Et là, ça m'a particulièrement amusée parce que c'est une maison qui était en démolition. Ils ont gardé la façade et l'intérieur est complètement vide. Mais j'ai vu les débuts. Et je l'appelle la maison de Grimm parce que j'ai mis ça sur Internet, sur Facebook. Et une de mes amies m'a dit, mais dis donc, c'est Hansel et Gretel de Grimm qui ont croqué là-dedans. Et j'ai trouvé ça tout à fait, parce que ça avait l'air d'être vraiment un gros coup de mâchoire. Alors, on va boucler la boucle en disant, à mon humble avis, Noël de Roux-Lemos, le génie de votre photographie, c'est de vous rendre compte du merveilleux, du banal, du quotidien, de l'ordinaire. On passe tout droit, on s'en aperçoit même pas, alors que vous voyez la beauté dans ce qui est le plus simple. Votre milieu même, votre contexte, et c'est encore le dénominateur commun avec l'anthropologie, un sens aigu de l'observation. Des humains comme de la nature, comme de l'architecture, comme de l'eau, comme des nuages, exactement. Alors, mesdames, messieurs, on vous invite à découvrir l'anthropologue, l'artiste photographe Noël de Roux-Lemos, son compte Instagram, Noël Marie de Roux-Lemos. Je suis le professeur Normand Cornet. On est au Centre Africa, à Montréal, sur les ondes de Radio Infocité. Merci beaucoup. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.